Merci à tous les collègues présents. Quand je dis collègues, je pense aux médecins, je pense aux ethnomédecins, je pense aux tradipraticiens, et je pense aussi à vous tous qui avez un cerveau derrière votre boîte crânienne. On a des cerveaux de la même couleur, on n'a pas le même système d'exploitation derrière, mais c'est pas forcément grave. Par contre, on a aussi tous un cœur, il est de la même couleur également, et il éclaire ce système. Je pense par contre exactement de la même façon. Donc on arrivera à se comprendre facilement pour la suite. Un grand merci à Boubacar Fofana et à sa charmante famille et à son efficace équipe pour son invitation. Il est venu me voir à mon cabinet en France et j'ai vu qu'il était effectivement intéressé et déterminé à faire quelque chose pour ici, à partir de l'expérience qu'on avait eue au Bénin et ce qu'il avait commencé à voir, de ce que j'avais pu présenter à droite à gauche sur la médecine chinoise. J'étais vraiment touché par sa démarche. Et donc c'est aussi pourquoi nous avons vraiment décidé de venir ici, parce qu'on a l'impression d'arriver tout de suite en famille. Et donc ce dont je vais vous parler, c'est une tradition familiale. Donc de toute façon, si on ne travaille pas en famille, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Seulement, c'est une notion de famille étendue. Ce n'est pas simplement une famille, disons, cellulaire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous ne sommes pas chinois. Donc ça va en détendre certains. Si vous craignez qu'on vienne simplement ici faire une promotion de quelque chose qui soit associé, je ne sais pas, une forme d'économie ou de politique, on n'a rien à vendre. On est juste venu simplement partager un savoir, parce qu'on pense que ce savoir, c'est des graines qu'il faut qu'elles poussent partout pour que chacun puisse s'en servir. Donc nous ne sommes pas chinois, mais comme je vous le disais, si nous nous sommes intéressés à cette médecine, c'est parce qu'elle a conservé une vision du monde que nous avons perdue en Occident. Là, je parle pour les Blancs. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un peu le même problème aussi par ici. Nous avons perdu la médecine d'Hippocrate. Le docteur Coal l'a cité tout à l'heure. Hippocrate, on est à 500 avant Jésus-Christ, c'est contemporain de la médecine traditionnelle chinoise, qui trouve ses fondements aux alentours principalement entre 500 et 300 avant Jésus-Christ, mais elle-même remonte encore beaucoup plus loin, on verra si on a le temps d'en parler. Et parce qu'on a perdu la médecine d'Hippocrate, qui avait cette théorie des humeurs qui fonctionnait de façon humaniste et naturaliste, on a dû se tourner vers une médecine qui avait encore conservé des racines profondes, en tout cas jusqu'à la dernière révolution culturelle, parce que toutes les civilisations, de toute façon, connaissent des variations, des soubresauts. Et donc, je peux demander la suite. À travers nous, je voudrais surtout vous présenter le docteur Léon Cochrane, parce que c'est un peu mon grand-père, si on peut dire, sur le plan spirituel en tout cas, qui est lui-même donc descendant de 15 générations de médecins en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, la médecine traditionnelle s'enseignait effectivement dans le contexte d'abord de tradition orale, familiale. Et lui, par exemple, a étudié avec le grand-père, le père, puis ensuite on fait le tour des maîtres de l'époque, et puis on pratique, et puis on enseigne à son tour, et puis c'est comme ça que la transmission se perdure, mais s'enrichit qualitativement. La différence que vous avez soulignée, très juste avec, par exemple, la médecine africaine, et je reviendrai peut-être dessus vite fait, c'est qu'il y a un corpus de connaissances qui a été validé par des écrits, par des milliers d'ouvrages, qui a permis d'avoir une mémoire des choses passées. Mais le plus important, et vous l'aviez aussi, c'est la tradition orale. Parce que la tradition orale, ce n'est pas le téléphone arabe. C'est pas je te dis une chose, tu la répètes, ça se déforme, et à la fin, ça devient n'importe quoi. C'est je te garde avec moi aussi longtemps qu'il faut jusqu'à ce que tu comprennes vraiment, et après je te lâche, et je sais que tu vas développer et aller encore plus loin que ce que je t'ai dit. Et à ce moment-là, ça se développe de façon qualitative. Et c'est pour ça que, peu importe le nombre de personnes ici, c'est la qualité qui nous intéresse, c'est pas la quantité. Donc, 15 générations, tradition orale, il y a eu une révolution culturelle en Chine. Il faut juste savoir que la médecine chinoise, elle est compilée dans un ouvrage qui s'appelle Huangti Neiqing, qui a été, donc Huangti, c'est l'empereur jaune. Et donc, il est fait sous la forme de questions-réponses entre l'empereur et son médecin. L'empereur pose des questions, comment faire pour ne pas tomber malade, ou quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est une forme de pédagogie, la question-réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que cet ouvrage, c'est un ouvrage, j'allais dire, impérialiste.
C'est-à-dire que la médecine chinoise était une médecine impériale. Il ne fallait pas que l'empereur tombe malade. Donc déjà, ça nous dit que la vocation de cette médecine, c'est d'éviter de tomber malade. Comme il est dit dans le Neiching, attendre d'être malade pour se soigner, c'est comme attendre d'avoir soif pour commencer à creuser un puits. Hein? Est-ce que c'est pas un peu tard? Donc la vocation initiale, c'est déjà la prévention, mais effectivement, au moment de la révolution culturelle, tout ce qui était lié au savoir ancien, parce que cette médecine repose sur le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, qui forment un corps à eux trois, mais le taoïsme étant la partie la plus importante qui a inspiré la pensée médicale chinoise, on en parlera cet après-midi. Donc forcément, culturellement parlant, il y a une requalification de cette médecine, en médecine, disons, bourgeoise, ou je ne sais pas, et c'est vrai qu'il faut reconnaître les faits, c'est-à-dire que les médecins, comme le docteur Leong, ont dû, s'expatrier à un moment, parce que, effectivement, c'était une époque où le médecin partait travailler en camp de travail, et disons, le paysan allait à l'université, ce qui peut être très bien, mais comme vous le disiez aussi, il ne faut pas forcer les gens, chacun doit faire son chemin. C'était son chemin personnel. Donc le docteur Leong a enseigné pendant une quarantaine d'années à Hong Kong. Il était originaire de la région de Canton. Et il est passé aux États-Unis. Il a décidé de migrer avec sa famille en Amérique du Nord, puis au Canada. Moi, je l'ai rencontré, il était déjà au Canada. Mais petit point d'histoire, si vous voulez, c'est qu'il a eu la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis. Donc en fait, il est mondialement connu. Il a ouvert la voie en fait de la médecine traditionnelle chinoise en Amérique du Nord. Il a été invité en Chine plus tard, récemment, dans les années 2000 un peu passées, pour témoigner de ce qu'il avait permis d'ouvrir de médecine traditionnelle à l'Occident, mais il était déjà malheureusement trop malade et il m'a demandé d'intervenir à sa place. Là, vous le voyez avec William Holden, qui est un acteur américain, c'est-à-dire comme il a eu l'occasion de soigner quelques stars de cinéma, ça a ouvert plus facilement, évidemment, la porte à la reconnaissance de cette médecine, à l'intérêt. Donc je l'ai suivi pendant 35 ans. Ça ne veut pas dire que les études... Comme je vous dis, on est toujours étudiant. J'ai tendance à penser qu'il faut une dizaine d'années pour comprendre, disons pour apprendre, encore une dizaine d'années peut-être pour bien comprendre, et encore une dizaine d'années pour ne plus se poser de questions, pour incarner vraiment ce qu'on a appris. Donc c'est une voie yin, c'est une voie lente. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Donc de même que je ne vais pas pouvoir en moins d'une heure vous présenter, disons, toute la médecine chinoise qui a 3000 ans, de même on ne va pas en 15 jours faire de vous des grands médecins. Un des premiers conseils que donnait le docteur Leong, c'est ne soyez pas pressés de devenir un grand médecin, mais vous allez avoir des bases qui vous permettent de comprendre et des bases qui vous permettent déjà d'appliquer, de voir que ça fonctionne. Et ça va vous donner faim peut-être pour devenir étudiant à vie, mais ça ne veut pas dire inscrivez-vous à vie non plus. Ça veut dire que ce sont vos patients qui vont devenir vos professeurs après. Parce qu'à l'école, on vous pose des problèmes pour développer votre intelligence. Et les patients, ils nous amènent leurs problèmes. Donc c'est nos professeurs. Mais nous, on doit vous donner le système permettant de résoudre ces équations pour pouvoir les aider. C'est tout ce qu'on va faire. Mais c'est déjà important. Donc, si vous faites un petit tour en Chine, si vous allez à Kunming par exemple, il y a un musée de la médecine chinoise en Occident qu'a fondé un ami anthropologue, M. Roting, et ça m'a mis un coup de vieux de voir que j'étais de mon vivant déjà dans un musée, mais c'est important de voir qu'effectivement il y a vraiment un mouvement, y compris en Chine, d'intérêt pour ce que d'autres pays ont pu faire à partir de la médecine chinoise. Et donc on commence à s'apercevoir que cette médecine n'est pas, disons, elle est chinoise d'origine, mais elle parle de choses qui sont universelles. Et c'est pour ça qu'on va se rejoindre facilement sur bien des points. Donc j'ai créé le CEDRE il y a, je ne sais plus, 25 ans par là. 29 ans, bon. Et quelques années plus tard, l'association Ménitrade, parce que le but c'était au lieu de former des étudiants, par exemple, d'aller dans un hôpital et de suivre comme des petits canards un grand professeur qui montre ce qu'il faut faire,
on trouvait intéressant de leur faire faire une pratique plus intensive et en profiter pour aider les gens, parce que ça donne une autre dimension mentale à la pratique quand on commence en faisant de l'aide, parce que ça c'est le serment d'Hippocrate. On n'apprend pas une médecine pour faire beaucoup d'argent, on apprend une médecine d'abord parce qu'on veut aider les autres, parce que les autres c'est nous. Donc la vraie richesse c'est celle-là, c'est celle qu'on emmène après. L'autre on l'emmène pas. Donc effectivement, on a créé Humanitra dans la continuité du cèdre, de façon à ce que ces graines puissent pousser ailleurs. On voulait voir ce que ça donnait aux quatre directions. Donc on a fait des formations, merci, on a fait des formations dans différents pays, et j'ai d'ailleurs le plaisir de retrouver William, vous voyez en bas à gauche, en belle tenue traditionnelle, qui va accompagner des représentants Lakota, des Sioux, vous voyez, des Indiens avec des plumes, qui sont dans les réserves des États-Unis, hein, mais c'était leur pays avant qu'il y ait des Blancs là-bas. Une représentante, Shruti, de la médecine ayurvédique, parce que l'Inde est aussi un grand pays avec une histoire immense, et ils ont leur médecine. Tenzin Yeshi, qui est donc un médecin, un ethnomédecin tibétain, parce que, bon, on ne va pas parler politique, mais quoi qu'on pense du Tibet, en tout cas, ils avaient leur médecine à eux, qui était encore différente de la médecine chinoise et différente de la médecine ayurvédique, un peu à l'image du Tibet entre la Chine et l'Inde, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu un mélange des deux, il faut dire. Racine est un ami sénégalais qui va parler de la tradition orale et de l'importance de transmettre ce qu'on a dans le cœur par la parole, parce que la langue ressemble au cœur. Donc, si on ne l'a pas fourchu, on peut dire vraiment ce qu'on a sur le cœur et ça imprime les autres. Pascal Lamour est un comment dire, un druide. On a eu aussi, dans certaines régions de l'Europe, une médecine druidique. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Panoramix, le druide, dans les livres d'Astérix, je ne sais pas si vous connaissez cette BD. Et voilà, la médecine des plantes et la magie aussi, hein, existait dans nos pays. Tsering est une nurse, donc une infirmière qui va venir témoigner de ce qu'on a fait pour les réfugiés en Inde du Nord. Voilà. Donc en fait, y compris en France, vous voyez, on se pose la question, les ethnomédecines partagent-elles le même cœur? Ça, c'est un colloque qu'on va avoir au mois de mai. Donc, il y a à l'évidence des médecines. Et c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que l'OMS, dans un rapport, reconnaît effectivement l'existence de différents systèmes médicaux sur Terre. Et très récemment, dans son registre international des maladies, elle reconnaît absolument la médecine traditionnelle chinoise comme acteur essentiel des soins de santé primaires dans bien des régions du monde. Simplement, il y a un différentiel intéressant qui est fait, c'est-à-dire que vous avez en fait trois types de médecine en gros. Vous avez les remèdes populaires, alors qu'on peut appeler médecine bien sûr, c'est la médecine de nos grands-mères. Vous savez, on parle des remèdes de bonne femme. En fait, ça vient du latin, bona fama, qui veut dire de bonne renommée, fameux. Donc, on se transmet par génération, on sait que ça marche pour telle chose. Alors, dans un biotope donné, ça fonctionne. Mais quand on change de culture, de pays, d'habitude, peut-être ça ne va plus marcher de la même façon. C'est valable dans un contexte donné. Donc ça, c'est important parce que ça soigne toutes les petites choses du quotidien et on n'a pas besoin d'aller voir le médecin pour ça. Mais ce n'est pas encore une médecine au sens où on l'entend habituellement. Alors on dit médecine populaire ou médecine autochtone. Ensuite, il y a bien entendu la médecine occidentale, qu'on appelle médecine moderne, parce qu'il y a cette caractéristique de la modernité qui est basée aussi sur une certaine vision de la science qui consiste à fabriquer des nouvelles hypothèses qui viennent détruire les hypothèses antérieures pour placer son hypothèse. Il y a quelque chose de guerrier là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait table rase des choses du passé parce qu'on a établi quelque chose de mieux. Et c'est comme le nouveau médicament, on chasse l'ancien, puis des fois on s'aperçoit que l'ancien, il n'était pas si mal. On l'a pu. Donc, et forcément c'est en révolution permanente parce qu'il y a une évolution des sciences et des technologies. Donc la médecine évolue avec. Du même coup, il y a une expérimentation permanente. Les laboratoires pharmaceutiques passent leur temps à expérimenter des nouveaux médicaments. Mais, évidemment, on est dans un monde très différent, puisque nous, on va utiliser des formules qui ont des siècles. Donc on sait que ça marche depuis tant de temps. Par contre, on n'a pas fait, disons,
comment je pourrais dire, les études épidémiologiques façon médecine occidentale qui permettent de rassurer les médecins sur l'efficacité du produit en question. Avec, vous savez, le double aveugle contre placebo et tout ça. Donc ça, il faudrait qu'on discute ensemble l'épistémologie, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est scientifique? Le caractère des sciences. C'est deux sciences différentes. Après, il y a les médecines traditionnelles, comme la médecine chinoise, comme la médecine tibétaine, indienne, africaine, mais avec cette différence qui a été déjà soulignée, que certaines médecines avaient à la fois une tradition orale et une tradition écrite, et que d'autres n'avaient que la tradition orale essentiellement. Et que du coup, la préservation des connaissances, l'accumulation des savoirs n'a pas pu se constituer de la même manière. En tout cas, on est sur des médecines qui ont traversé le temps. Je vous dis, on va étudier des choses qui remontent à avant Jésus-Christ, qui sont écrites dans des livres très anciens, et qui marchent toujours, parce qu'on est toujours les mêmes, le soleil se lève du même côté, il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais on va avoir des variations sur les mêmes thèmes. On joue toujours de la musique, on fait toujours de la peinture, on ne fait plus les mêmes tableaux, mais c'est toujours avec les mêmes couleurs. Donc on va s'intéresser au fondement de ça. Et on va donner des traitements, des conseils qui, eux aussi, ont traversé le temps. Les anciens savaient des choses. C'est dommage de les avoir perdus pour être obligés de les redécouvrir à nouveau. Vous voyez ? Dans le Neijing, 300 avant Jésus-Christ, à peu près, on vous explique comment certains chocs émotionnels, par exemple, peuvent fabriquer certains cancers. Aujourd'hui, on fait encore des colloques pour savoir s'il faut prendre les émotions en compte dans les maladies. Parce que ça ne se voit pas sous un microscope. Mais on n'est pas des machines. Donc comment intégrer ça scientifiquement, c'est tout le problème. Donc il y a des médecines, mais on va s'intéresser à ce que les médecines traditionnelles ont en commun. C'est-à-dire qu'en fait, le point commun entre toutes les médecines traditionnelles, et ça on va le retrouver certainement dans la médecine africaine, on le retrouve de toute façon dans la médecine chinoise, peut-être plus difficilement dans la médecine occidentale dure, si je puis dire. Vous voyez, il y a la conscience d'un lien qui unit l'homme et la nature. On le détaillera un peu plus tard, mais on ne peut pas se séparer de ça. Il suffit d'arrêter de respirer et de voir ce qui se passe. On ne peut pas. La nécessaire participation du patient à sa santé. La santé, ce n'est pas un truc qu'on achète. C'est quelque chose qu'on cultive. Et donc, le praticien, il est là aussi pour aider le patient à cultiver sa santé. C'est pas tu m'appartiens, je fais des choses sur toi. Une vision multidimensionnelle des phénomènes, ça veut dire qu'on ne peut pas... Ce que je suis en train de vous dire, ça ne se voit pas. C'est en train de passer dans vos oreilles, mais c'est des vibrations simplement, chargées d'un sens. Ça ne se voit pas. Donc il y a des choses qu'on peut disséquer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas disséquer. On doit les comprendre sans pouvoir les disséquer. Donc on a plusieurs dimensions en nous. On verra, c'est ce qu'on appelle les trois trésors, ça me parle. On a une dimension matérielle, on a une dimension, on va dire, énergétique, une dimension fonctionnelle. Vous voyez, je bouge ma main, mais la main c'est une chose, le fait qu'elle bouge c'est autre chose. Et puis on a une dimension psychique. Que je bouge ou pas, il y a des choses qui sont émises et reçues, et c'est encore un autre niveau vibratoire. On doit voir, quand on regarde une plante, il y a aussi un esprit des plantes, on dit en médecine chinoise. Donc tout ça, ça s'étudie. Un regard sur la vie et la mort. Les médecines traditionnelles partagent un regard commun sur le vivant. Mais la mort, c'est pas le contraire de la vie. En fait, c'est mal écrit là. La mort, c'est le contraire de la naissance. La vie, c'est les vies et les morts. Donc en fait, c'est comme si on disait... en fait, un jour, 24 heures, c'est un jour et une nuit. Donc, on doit s'intéresser à comment on vient au monde et comment on retourne au monde. Ça fait partie anciennement de la médecine, d'accompagner quelqu'un. Parce que si vous venez au monde dans des conditions difficiles, ça peut être pour toute la vie. Mais si vous retournez au monde dans des conditions difficiles, ça peut être pour toute la mort. Et ça peut durer longtemps, puisqu'on est dans un espace atemporel. Donc on doit s'intéresser à des questions qui touchent effectivement à la physique, à la métaphysique, qui étymologiquement veut dire qui suit les questions de la physique. C'est pas quelque chose de fumeux, c'est simplement, on se pose des questions qui dépassent le cadre de la pensée rationnelle habituelle.
Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a encore? Pardon, on regarde sur un diagnostic à dimension humaine, c'est-à-dire on va voir que le diagnostic, si ça fait 3000 ans qu'on utilise une médecine, on ne dépend pas de l'évolution technologique. Ça veut dire que c'est nous qui faisons le diagnostic. Mais l'être humain est peut-être l'appareil le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Pourquoi ce seraient les machines qui nous comprendraient mieux que nous-mêmes? Est-ce qu'on est des machines? Vous voyez, on rêve de fabriquer des machines qui sont des humains améliorés, mais essayons déjà de cultiver l'humain normal avant de l'améliorer. C'est comme la Terre, on veut l'améliorer, mais on la détruit en vérité. Donc non, on va rester à dimension humaine et à dimension naturelle. Et enfin, justement, des traitements qui font appel à la nature, parce que on est bio, on est organique, qu'on le veuille ou non, et qu'effectivement, le Coca-Cola ne pousse pas sur les arbres, donc si on a un certain type d'alimentation au quotidien, peut-être qu'il y a des choses qu'on va développer comme pathologie, mais il ne faudra pas s'étonner, parce qu'on s'est un petit peu éloigné trop souvent de choses simples et naturelles. Donc, qu'est-ce qui fait que la médecine chinoise est la plus développée de ça? De toutes ces médecines traditionnelles qui, normalement, ont ça en commun? C'est que, comme je vous disais, c'est un savoir ancien qui n'a pas été interrompu. Quasiment pas. Parce qu'effectivement, non seulement on apprend ce que disaient les anciens, mais on l'enrichit de notre propre expérience. Donc c'est quelque chose, c'est un terreau dont l'humus s'enrichit chaque année, ou chaque génération. Donc ça fait une terre fertile. C'est un système médical complet. Il y a des gens qui disent la médecine chinoise, ah oui, c'est les aiguilles, ou ah oui, c'est les plantes, ou c'est, je sais pas. Non, c'est une vision du vivant. Il y a un tronc qui va être le diagnostic, et il y a des branches thérapeutiques qui partent de ce tronc. Et selon, si vous êtes garagiste, vous ne pouvez pas juste avec un tournevis dire je vais tout régler. Vous avez besoin de quelques outils quand même. C'est pareil en médecine. Alors on n'est pas obligé de maîtriser tous les outils, mais on doit au moins comprendre le tronc. On doit au moins avoir quelque chose en commun pour comprendre comment ça fonctionne. Sinon, on est condamné à faire toujours le même geste comme dans les usines, mais c'est plus de la médecine. Donc, ce n'est pas une thérapie, la médecine chinoise, c'est une médecine, avec une embryologie, etc., etc. Enfin, toute une vision du fonctionnement humain. Et une question très intéressante, c'est, comment dire, on dit toujours c'est une médecine ancienne. Boubacar, tout à l'heure, a dit peut-être c'est une médecine d'avenir. Et effectivement, dans un ouvrage intéressant qui s'appelle « La science chinoise et l'Occident », écrite par un sinologue qui s'appelle Joseph Needham, il y a un parallèle qui est fait dans l'histoire des sciences entre les découvertes faites en Chine et celles faites par exemple en Europe. Ils avaient entre 10 et 15 siècles, donc entre 10 000 et 15 000 ans d'avance, sur un certain nombre de découvertes fondamentales, comme la boussole. Et la boussole, elle se dirige toute seule, il n'y a pas de fil qui la relie. On est dans une théorie déjà qui n'est pas mécanique, enfin, en tout cas pas matérialiste. La boussole, l'astrophysique, l'astronomie. Il y a les premières éphémérides, les premières horloges, etc. existaient 1000 ans avant notre ère. Donc ils pouvaient prédire déjà qu'une comète allait repasser dans 2000 ans. L'imprimerie, le papier, donc tradition écrite. C'est-à-dire que ça a commencé par les écailles de tortue, mais après il y a eu les parchemins, etc. Mais enfin ils ont découvert l'écriture, enfin pas l'écriture, mais l'imprimerie et le papier, etc. Donc en fait il y a eu des siècles et des siècles d'avance, mais 10-15 siècles, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Mais en fait, quand on regarde ces ouvrages comme que sont le I Ching ou le Nei Ching, qui sont donc les bases, les fondements de la vision de la vie en médecine chinoise, dont le plus ancien remonte à 5000 ans d'il y a maintenant, un livre de 5000 ans, on se dit que tout simplement la médecine chinoise a peut-être simplement 20 siècles d'avance sur la médecine moderne. Et je vous invite à vous intéresser à un autre ouvrage qui s'appelle Le Tao de la physique de Fritjof Capra, un physicien donc, qui montre que la théorie primitive du yin-yang, vous savez, le 1 qui donne 2, qui donne 4, la mitose de l'univers, on a une genèse là, qui est avec les 1 et les 0, vous savez, on fait les ordinateurs, etc. C'est un système
Le monde est une matrice avec un système binaire, le jour, la nuit, tout ça, on verra ça cet après-midi. En fait, ça rejoint la physique d'aujourd'hui, mais pas la physique, je dirais pas la théorie générale, pas la physique comme on appelle ça, la relativité générale, mais la physique quantique, la mécanique quantique. C'est-à-dire que la partie la plus avancée de la physique est en phase avec ce que dit une médecine qui remonte à 3 à 5 000 ans. Ça veut dire que sûrement il y a quelque chose de juste au départ dans la théorie. Donc on ne va pas partir ensemble là-dedans, c'est parce que certaines personnes ont évoqué le fait qu'il fallait quand même rappeler, savoir s'il y avait quelque chose de scientifique là-dedans. Oui, il y a quelque chose de scientifique. Et comme disait Einstein, en fait il y a un moment où la foi et le savoir peuvent se rejoindre. Mais il faut pour ça avoir un esprit suffisamment large. Et justement, esprit suffisamment large, le docteur Yang Mingchun, qui dirigeait le service de médecine interne de l'hôpital de Chengdu, dans le Sichuan, je l'avais invité, on a fait des cours au Québec aussi, au Canada, et on était allé là-bas voir des patients, et il disait, vous avez vraiment deux façons de comprendre la vie. Soit vous voulez comprendre vraiment la vie, la médecine, tout ça, vous vous enfermez dans un laboratoire et vous rivez vos yeux à un microscope. C'est une façon d'essayer de comprendre le vivant, qui est juste. Ou alors vous sortez dehors, vous écarquillez les yeux, vous regardez les planètes, etc., la nature, et vous essayez de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est un autre regard, avec un grand angle. Vous voyez ? Les deux sont justes. Il n'y a pas une vision juste, une vision fausse. Simplement, si vous regardez avec un œil dans le microscope et l'autre dans le télescope, vous risquez d'avoir une migraine. C'est-à-dire qu'il y a parfois un choix de vision à faire pour comprendre quelque chose. Le docteur Léon disait quelque chose qui me fait penser, enfin ça me fait penser aussi. Par exemple, il disait, imaginez, vous rentrez de vacances, vous aviez tout fermé dans votre maison, et puis vous découvrez qu'il y a plein de champignons sur les murs. Vous avez deux logiques aussi. Vous dire, tiens, c'est quoi comme champignons, hein? Donc vous allez les mesurer, les dénombrer, vous allez faire des examens, vous allez faire des biopsies, vous allez prendre des morceaux de ces champignons pour les analyser, pour savoir comment ils sont constitués, et mettre au point des produits chimiques pour les tuer. Et après, vous allez pulvériser des produits pour tuer les champignons. C'est une façon. Et puis vous avez une autre logique quand vous rentrez, c'est de dire, oh là là, il fait chaud et humide là-dedans. Et les champignons, ils adorent ce climat. Donc, savoir ce que c'est comme champignons ou combien il y en a, ça ne nous intéresse pas vraiment. Par contre, il faut assécher les murs. Il faut faire rentrer la lumière, l'air, remettre le chauffage ou la clim, enfin je ne sais pas, mais modifier le climat interne, parce qu'on est une maison, et à ce moment-là, les champignons, ils ne tiennent pas. Parce que dans le premier cas, on a tué les champignons, on est content, mais que dit le médecin? Parce que faites le parallèle entre les champignons et le cancer. Il va dire, ben, on a fait une chimio, mais ça va revenir. Ben oui, forcément, puisque les murs sont toujours pleins d'humidité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les deux regards sont justes, mais ça vaut la peine d'apprendre ensemble à regarder de deux façons. Parce que des fois, il y a tellement de champignons qu'il faut quand même mettre des produits. Mais il faut quand même assainir aussi la maison dans son ensemble. Donc, la médecine chinoise, elle est scientifique, mais elle repose sur une théorie ondulatoire et non pas corpusculaire. C'est-à-dire que la notion d'énergie, les physiciens savent ce que c'est, mais en biochimie, ça ne dit pas grand-chose. Donc il faut bien être conscient qu'il y a des médecines comme il y a des sciences. Et que même à l'intérieur des sciences, ce n'est pas notre débat ici, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, on ne va pas rentrer dans ces problèmes-là, simplement, il faut aborder les médecines traditionnelles avec un esprit, disons, il faut sortir l'œil du microscope forcément, quoi. Alors du coup, on part dans les étoiles, effectivement. C'est-à-dire que puisque les Chinois se sont intéressés à la vie à partir de l'observation de l'extérieur, eh ben, alors je vais aller assez vite parce que sinon on y est encore cet après-midi, mais si vous voulez, c'est que la vie sur Terre, elle est apparue parce qu'il y avait le Soleil, la Lune, la Terre, c'est une danse à trois, hein, qui ont donné les jours et les nuits, et puis le rayonnement du Soleil sur le phytoplancton, ça a donné la couche atmosphérique qui nous permet de vivre, cette petite couche à la surface de la Terre qu'on est d'ailleurs en train de foutre en l'air grâce à la technologie, merci. Et puis, il y a d'autres planètes qui tournaient autour
du Soleil. Les Chinois s'en sont rendus compte, je vous dis, déjà l'an 1000 avant notre ère. Et ils ont observé ces mouvements, donc on est dans l'astronomie, l'astrologie, ils ont vu qu'il y avait des influences lunaires, solaires, planétaires, qui organisaient la vie sur Terre. Et d'ailleurs, les astrophysiciens, pour savoir s'il y aurait de la vie ailleurs dans l'espace, recherchent des conjonctions stellaires et planétaires sensiblement identiques à la nôtre pour se dire, bah, s'il y a les mêmes choses autour, ça va, la vie va pouvoir naître de la même façon. Vous voyez, on regarde la maison, encore une fois, pas les champignons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, souvent on dit ma vie m'appartient. Non, on appartient à la vie. C'est un phénomène qui nous a permis de venir à la vie, mais ça ne nous appartient pas. Donc, en tant que praticien, en tant qu'ethnomédecin, on doit avoir ce regard-là, que ce n'est pas un bien propre, la vie, c'est un cadeau qu'il faut entretenir. Le jeu des influences de la Lune et du Soleil sur la Terre a donné au départ, donc c'est l'observation de phénomènes dont on a tiré des lois, a donné naissance à la théorie du yin et du yang. Si vous avez déjà entendu parler de ce fameux yin-yang, ça vient de cette observation du fait que tout est binaire sur Terre. Et les mouvements des planètes ont permis de comprendre le mécanisme des différentes étapes, des différentes phases de la vie, qui se déroulent en différentes phases. La naissance, la croissance, la maturité, le vieillissement, etc. Comme dans la nature. Sauf que dans la nature, rien n'est en demi-cercle. C'est juste pour illustrer. Donc en fait, les deux théories les plus importantes de fond de la médecine chinoise, le yin-yang et le wuxing, les 5 mouvements, viennent d'une observation du ciel, dont ils ont tiré des lois pour les appliquer à l'humain. Et c'est en cela que c'est une médecine qui va être universelle, parce qu'on est sous le même ciel. Donc ça va être très intéressant de partager sur ce savoir-là. Alors vous voyez, quand je vous disais qu'on appartient à la vie, c'est qu'en fait, on le reverra, mais vous avez en vous, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? Si vous savez, vous avez une personne qui tombe dans la rue, qu'est-ce qu'on vérifie quand on fait du secourisme? Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle est consciente? Et est-ce qu'il y a un battement du sang? Mais en fait, la respiration, ça vient du ciel. C'est le ciel qui rentre en nous et qui sort. Le sang, il vient d'où? Ceci est mon sang, disait l'autre. Il vient de ce qu'on mange. Donc ça vient de la terre. Et d'ailleurs, dans d'autres traditions, les battements de tambour, c'est le cœur. C'est le sang de la grand-mère. Et les chants, c'est pour le ciel. Et puis, la conscience, il y a une notion de lumière. Mais là, on ne détaillera pas ça maintenant. L'esprit a quelque chose à voir avec une certaine forme de lumière. Il y a une équation là en physique qui serait intéressante. Vous savez, quand on comprend, on dit c'est clair, c'est lumineux. On a l'illumination. Il y a un lien entre la notion vous connaissez E égale MC2, tiens, l'énergie, la matière, la lumière. E égale MC2. Sauf que C2, c'est pas C, c'est la lumière multipliée par elle-même. Ça, c'est la vitesse de la pensée. Donc, on est dans la physique. Mais ça part de la nature. Je simplifie énormément, là, c'est juste pour vous donner un aperçu. Si un être humain est un produit du ciel et de la terre, vous savez, les enfants, ils ressemblent à leurs parents. Donc ça veut dire que quand on regarde un patient, on devrait voir la nature. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà ce que dit un texte ancien, chaque être humain constitue un paysage particulier, et le médecin le regarde comme un peintre regarde sa toile. C'est-à-dire qu'il y a un paysage humain. Donc quand on dit un tableau clinique, en médecine chinoise, c'est pas... Il y a une notion aussi artistique dans la chose, c'est que ce que vous voyez là, c'est pas juste un tableau, c'est les organes du corps. Vous avez le foie, vous avez le poumon, vous avez le cœur, vous avez les reins, mais je ne vais pas l'expliquer maintenant. Mais on a un écosystème à l'intérieur. Et il faut comprendre comment tout ça marche ensemble. Et comme ça a été justement dit à un moment, si on sépare toutes les pièces du moteur, on aura du mal à comprendre le moteur. Il faut comprendre comment tout ça marche ensemble. C'est ce qu'on fera au cours de la semaine qui vient. Maintenant, donc on a en nous des fleuves, des forêts, des climats, etc. Maintenant, est-ce que tous les paysages se ressemblent? C'est bon. Non, je parlais d'Astérix tout à l'heure, c'est eux, Astérix. Donc, vous voyez, il y a des petits gros, il y a des grands maigres, des grands gros, des bons. Un texte de médecine chinoise, il en est du bois comme des hommes, on en trouve des types nombreux et différents. Et la citation continue en disant, par exemple, il y a des arbres, ils ont de l'humidité
dans l'écorce ou les feuilles, ils vont pourrir par temps humide, alors que les autres, ils résistent. Il y en a, quand il y a du vent, vous savez, le chêne et le roseau, il y en a qui plient, d'autres. Voilà. On n'a pas tous la même façon de s'adapter ou de résister au monde extérieur. Et donc, il faut faire avec notre nature propre. Mais quand vous êtes praticien, vous devez reconnaître de quel bois est fait la personne qui est en face de vous. Parce qu'un petit gros qui ressemble à un hippopotame, il a une pression entre ciel et terre qui fait qu'il a naturellement une pression artérielle forte. Une girafe, un grand maigre, il a naturellement une pression artérielle il a des hautes pressions. Sauf que lui, s'il a la même tension que l'hippopotame, c'est beaucoup plus grave. Vous voyez? Mais qui s'intéresse à la forme des gens, par exemple, en médecine? Non, on regarde juste la tension. On veut que tout le monde soit pareil, alors on est tous homogènes. On a tous les mêmes gènes, on les partage, mais on n'est pas identiques. Donc il faut apprendre à voir, comme on dit, qui a quoi. Pas seulement quoi. Donc ça fait partie de la façon de poser un diagnostic en médecine chinoise. Donc il faut adapter au patient. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle, vous savez, le primum non nocere, que disait Hippocrate. Premièrement, ne pas nuire. Ben, si on ne veut pas nuire, on ne donne pas la même chose à tout le monde. Parce que quand vous regardez les médicaments, les indications, vous avez une ligne ou deux, puis les contre-indications et les effets secondaires, vous avez 2 colonnes. Ben oui, parce qu'on donne à toute une population une chose identique, et donc forcément, ça fait des cotes mal taillées pour certains. Alors le diagnostic en médecine chinoise, comme je vous le disais, il se fait, c'est nous qui faisons le diagnostic. Le scanner, il est là. Le Doppler, il est là. On va utiliser nos sens pour capter ce qui se passe chez la personne en face. Parce que si vous avez une pomme sur l'arbre, ben vous savez que c'est un pommier. Ce n'est pas la peine de faire une biopsie du tronc pour aller vérifier. Donc si on apprend à lire le dehors, on peut voir beaucoup de choses au-dedans. Mais on a perdu l'habitude de lire. Les médecins de nos grands-parents, peut-être, ils faisaient encore tirer la langue, mais on ne fait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses à voir, à lire sur les humains, par différents moyens, à sentir, à palper. Vous voyez, il y a observation, interrogatoire, ausculter. Donc on va utiliser nos capteurs et puis on va filtrer ça dans notre compréhension pour essayer de dire, ben voilà, il y a tel problème. Mais c'est nous qui allons faire le diagnostic. On a la médecine occidentale à côté si on veut vraiment aller voir ce qui se passe dedans, mais déjà il faut être capable de faire ce travail-là. Ça s'appelle être clinicien. Hein? Et pourquoi on n'a pas besoin d'aller voir forcément dedans? C'est qu'on va considérer en médecine chinoise, et c'est très important, parce qu'une fois il y a un médecin en conférence, il me dit, mais ouais, mais alors comment vous pouvez savoir qu'il y a une cellule cancéreuse qui se développe quelque part? On ne peut pas. Mais en médecine chinoise, on va considérer que si, tant que cette cellule ne dérange pas le corps dans son fonctionnement et que lui n'émet aucun signal, c'est qu'il est capable de la gérer. Vous pouvez avoir dans le pays une petite cellule de gens qui sont dangereux, j'en sais rien, je ne connais pas bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais si ils sont noyés dans une démocratie et qu'ils n'ont pas la possibilité de nuire, bah voilà, ils sont comme ça. Voilà. Si par contre, ils deviennent suffisamment importants pour déstabiliser tout l'organisme, ah ben là, ça se voit. Et là, on est obligé de faire quelque chose. Donc en fait, il faut utiliser la démocratie en médecine le plus longtemps possible pour ne pas avoir à faire la guerre au corps. Alors que nous, on veut faire la guerre préventivement. On veut éradiquer toutes les cellules, on veut corriger tout. On veut être plus fort que la nature. Mais finalement, on la dénature. Alors, on étudie les causes de maladies. Voilà, il y a différentes causes. C'est-à-dire, une maladie n'a pas une seule cause. Hein, il y a des gens pour qui, quoi que vous ayez comme problème, il y en a, ils vont dire, ah, c'est votre façon de manger. Les autres, ils vont dire, c'est les esprits. Les autres, ils vont dire, c'est parce que vous avez tel problème avec tel membre de votre famille, ou je ne sais pas quoi. Chacun va développer un intérêt pour une cause possible, mais en fait, on ne sait pas à l'avance le patient, c'est quoi son problème. Donc, il faut avoir toutes les causes en tête, possiblement, et déterminer pour chaque personne, c'est quoi la cause. Est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est traumatique, est-ce que c'est climatique, etc. Quand on dit climatique, il y a tout ce que transportent les climats. C'est-à-dire tous les micro-organismes, comme je vous disais, l'exemple des champignons. Donc vous voyez, il faut s'intéresser à d'où vient la maladie. Ça nous permet de faire un diagnostic causal, c'est-à-dire d'essayer de traiter la cause et pas seulement d'effacer le symptôme.
Hein. Parce que si vous devez traiter toutes les pommes, il vaut mieux traiter le pommier. C'est plus facile. Il y a des médecines qui traitent uniquement les fruits, c'est-à-dire ça s'appelle une pratique symptomatique. Je suis constipé, je prends un traitement pour aller à la selle, mais vous avez aussi la physiopathologie, c'est-à-dire pourquoi je suis constipé? Je me rappelle d'un tradipraticien à Beaumais qui vendait sur le marché donc une recette familiale dont il gardait jalousement la recette parce que c'est son fonds de commerce. C'était justement pour la constipation. Et je lui dis, ça marche, ta formule, tu fais des affaires? Il dit, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors je lui dis, mais c'est pour quelle constipation? Il dit, je sais pas. Je dis, tu peux être constipé parce que tu as mangé trop épicé et puis ça fait de la chaleur, ça fait trop comme un four qui est trop chaud, donc c'est trop cuit, ça fait des sels durs. Tu peux être constipé parce que tu es faible et tu n'as pas la force de pousser, donc tu n'y vas pas souvent. Tu peux être constipé parce que, enfin voilà. Et je lui dis, dans ce cas-là, ça fait des bouchons, dans ce cas-là, ça fait des selles toutes sèches, dans ce cas-là, ça fait des... etc. Donc ce n'est pas les mêmes selles. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait par exemple 5 ou 6 types de constipation de base très différentes, mais qui s'expliquent par des mécaniques différentes. Comme on fait un diagnostic pour un véhicule, il y a plusieurs causes à la panne possibles, il faut explorer les principales causes. Et du coup, il s'est rendu compte forcément que son traitement marchait pour une des causes, mais pas pour toutes. Donc il a appris à poser des questions aux gens, comment sont vos selles, etc. Et il a donné à coup sûr le traitement, donc ça a revalorisé sa formule traditionnelle parce qu'il a donné que pour ceux pour qui c'était vraiment adapté. Parce qu'il a fait un peu de diagnostic. Vous voyez? Donc ça, c'est pas chinois, si j'ose dire ce que je vous dis là, c'est facile à imaginer. Après, l'étiologie, c'est vraiment le traitement, on parlait de la prévention, c'est-à-dire après on peut discuter avec la personne, par exemple, c'est quoi tes habitudes alimentaires? Parce que même si je te soigne avec le bon traitement, si je te passe ta crise de foie mais que tu retournes fêter ça au restaurant, on va se revoir souvent. Donc après, il faut des fois discuter avec le patient parce qu'il faut qu'il comprenne d'où ça vient et qu'est-ce que lui il peut faire aussi pour ça. Si on fait tout ça, qu'on sait diagnostiquer, réparer, donner les bons conseils, etc., là, on fait vraiment une médecine traditionnelle. Je vous disais, il y a des branches thérapeutiques, donc il faut bien comprendre, c'est un système médical. Ces branches thérapeutiques, je vais les détailler, mais vous voyez, il y a ce qu'on appelle les 4 branches. Donc on peut soigner par l'extérieur les gens, il y a différentes façons de les aider. Soit on va faire quelque chose à l'extérieur d'eux, comme par exemple massage ou acupuncture ou je ne sais pas quoi, soit on va leur faire avaler quelque chose par dedans, c'est une autre façon de soigner, soit on leur fait faire des pratiques ou des postures, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, l'ergonomie, enfin on va en reparler, mais la danse ça en fait partie par exemple chez vous, soit on va intervenir sur l'esprit, et là c'est pareil, il y a plein d'étages dans l'esprit, hein, et ils ne sont pas tous rationnels, et c'est pas grave. Et puis après il y a les conseils de santé, comme on disait, qui font partie intégrante, parce qu'il y a plein de choses, les gens, si on leur change une mauvaise habitude, on n'a pas besoin de les soigner plus que ça. Donc je passe brièvement sur la prévention, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner, donc déjà, quand on parlera des causes de maladie ensemble, on évoquera certaines choses à propos du sommeil, de la sexualité, de l'alimentation, qui sont des choses des fois qu'il faut revoir parce qu'on en a des fois des idées bloquées sur des choses, mais si ça rend malade, c'est qu'il y a peut-être, il faut peut-être réviser son point de vue. Ça, c'est les méthodes externes en médecine chinoise, les interventions externes, c'est-à-dire, par exemple, il y a du massage, ça s'appelle du tuina ou anmo, différentes techniques de massage. C'est pas montré ici, mais il y a aussi une forme d'orthopédie, vous savez, les rebouteux, remettre en place. Nous, on ne l'enseigne pas parce que c'est une méthode très, très physique. Et comme la médecine chinoise est tolérée en France, mais il n'y a pas de réglementation, si on fait un truc qui ne va pas, on risque d'avoir des soucis, donc on laisse ça aux médecins, même s'ils ne sont pas tous rebouteux non plus, mais bon. Il y a les ventouses, il y a les moxa, c'est-à-dire le fait de chauffer des points. Et puis, bien sûr, l'acupuncture, qui est une méthode très intéressante parce que, vous voyez, la population mondiale est en train de se développer de façon exponentielle. On n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Mais vous avez tous une pharmacie sur le corps. Vous avez 400 points à peu près sur le corps. Et si on sait où ils sont et à quoi ils peuvent servir, on peut faire plein de choses sans être obligé d'aller faire de la déforestation. Donc c'est une méthode qui est vraiment intéressante pour tous les soins de santé primaires. C'est pour ça qu'on trouve que
il n'y a pas de raison, enfin l'acupuncture voilà, c'est mondial. Sinon il n'y a que les Chinois qui auraient des méridiens sur le corps. Hein? Donc voilà pour les interventions externes. Pour les interventions internes, en gros, ça veut dire on absorbe des substances. Et là encore, comme en médecine traditionnelle africaine, il y a des substances, principalement, on va dire 70%, c'est des substances végétales, mais on a aussi des produits minéraux et quelques produits, ou des coquillages, des pierres, des trucs comme ça, et quelques produits ou sous-produits animaux. Mais il est entendu, pour nous, en tout cas clairement, à la différence peut-être de certaines personnes en Chine, nous, on ne touche pas du tout aux espèces menacées, ni aux espèces maltraitées. Parce que les différents règnes vivent ensemble, et si on massacre ou si on fait souffrir un règne pour en soigner un autre, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc il faut apprendre à soigner sans blesser. Donc oui, il y a des produits précieux, mais il y a une façon de vivre en harmonie avec ce qui est autour, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà. J'ai même vu aussi en voiture hier, en passant, il y a des gens qui vendent comme ça des animaux, des trucs. C'est pas des balais, quoi. Il y a une façon de se comporter, parce qu'animal, ça vient du grec anima, qui veut dire âme. On partage une âme avec les animaux. Nous, on a théoriquement une conscience en plus, mais on a l'impression qu'on ne s'en sert pas toujours. Donc, il faut être conscient de ce qui différencie les différents règnes quand on veut soigner avec. Ça va? C'est pas choquant ce que je vous dis? De toute façon, après on aura le temps de se poser des questions, peut-être pas ce matin, mais on en est où? Alors après, voilà, le Qigong. Alors j'oubliais de dire pour le truc précédent, mais t'es pas obligé de le remettre, que la diététique, la façon de se nourrir, c'est déjà une façon de se soigner. On peut simplement donner des conseils de consommer telle ou telle chose, ou d'éviter telle ou telle chose, et ça peut déjà être thérapeutique, sans forcément aller vers les médicaments. Les interventions, enfin de type exercice, en chinois ça s'appelle le Qigong. C'est un peu difficile de traduire exactement. Littéralement, c'est la maîtrise du Qi, le travail de l'énergie. Mais il y a des gens ici qui font des arts martiaux, qui font peut-être du tai chi, des choses, qui font des danses. En fait, à partir du moment où vous réunissez du mouvement ou de la posture, de la respiration, et une attention sur ce que vous faites, vous pratiquez des choses qui peuvent avoir une incidence sur le plan de la santé. Dans les pratiques de Qigong, il y a des gens qui développent à travers les pratiques et qui développent des dons particuliers. Je parle pour la Chine. Ça peut être de naissance, mais ça peut se travailler aussi chez certains. Ils développent, comme on cultive un champ et on découvre quelque chose dedans, en cultivant une pratique, des fois, il se trouve un don qu'ils avaient de soigner des brûlures, ou de, voilà. Et donc, parce que le corps, il a un champ électromagnétique qui interagit sur l'autre et il peut modifier l'organisation cellulaire. Donc du coup, y a des gens en blouse blanche dans certains hôpitaux en Chine qui font des passes comme ça et ils soignent comme d'autres, mettent des aiguilles ou donnent des médicaments. Donc il y a des soins qui peuvent être parfois à distance comme ça. C'est du Wi-Fi, on va dire. Hein? Le postural, il y a des gens qui effectivement sont malades simplement parce qu'ils passent leur journée assis et puis qui développent un problème. Ils n'ont rien fait d'autre, mais il faut corriger la posture, c'est pas la peine de donner les médicaments. J'ai un patient vétérinaire, par exemple, qui était venu, il avait des grandes douleurs dans le dos, à gauche, et quand je le fais déshabiller, je vois il est très, très musclé à gauche, et puis pas musclé du tout à droite. Alors j'ai dit, vous êtes gaucher? Il dit, non, je suis droitier. J'ai dit, vous faites un sport, je sais pas, tennis, un truc d'un côté? Il dit, non, non. J'ai dit, vous portez quelque chose de lourd, toujours du même côté? Il me dit, non. J'ai dit, mais comment? Parce que c'était bien là qu'il avait mal, et c'était vraiment dur. Et en fait, je lui dis, mais vous faites quoi de vos journées? Et il travaillait dans les élevages, les grands élevages industriels, et il faisait de l'insémination artificielle. Alors je lui dis, ben, comment ça marche? Ben, il dit, on soulève la queue de la vache, on met la canule, puis on prend la queue de la vache, puis on met la canule, puis on prend la queue de la vache. Je ne sais pas si vous avez déjà soulevé une queue de vache, mais c'est un ressort. Et en fait, il faisait de la musculation du bras gauche depuis 3 ans tous les jours. Et il a réalisé que c'est ça qui faisait qu'il y avait un déséquilibre. Ben là, le seul moyen, c'est change de bras. Je peux vous donner des plantes et tout, mais ça ne fera pas le fond du problème. Donc, vous voyez pourquoi il faut réfléchir avant d'agir. Et des fois, c'est le mouvement ou la posture qui va être thérapeutique. On le sait, dans les gens qui travaillent dans les bureaux, tout ça, l'ergonomie, on peut se faire des inflammations, on n'a presque rien fait, mais on était mal placé. Et dans les Qigong, il y a aussi des pratiques de type méditative, des méditations.
emmener l'esprit à l'intérieur. Hein. C'est des pratiques qu'on appelle d'enstase, c'est le contraire de l'extase. Donc il y a des pratiques chamaniques qu'on connaît bien par exemple dans certaines provinces, et il y a des pratiques méditatives. En fait, c'est les différents niveaux de l'esprit humain qui se rencontrent, mais pas au même étage. C'est-à-dire, dans la méditation, la conscience rentre dans l'âme. Dans les pratiques chamaniques, l'âme sort dans la conscience. Donc, ça fait quelqu'un qui a l'air fou. Donc, il faut un garde-fou à côté. Mais lui, il est en train de faire un voyage spirituel où il réunit deux niveaux de conscience qui d'habitude sont séparés. Quand on est là en ce moment, on est censé être dans le monde de la conscience ordinaire, puis quand on s'endort, elle est dans le monde de Peter Pan en ce moment, vous voyez, elle est dans le monde des rêves. Hein, et quand on se réveille, hop, ça revient. Donc, et des fois, vous savez, on est entre les deux. Il y a Chuang Tzu, un écrivain, qui disait « Le matin, je ne sais plus si je suis un Chuang Tzu qui a rêvé qu'il était un papillon ou si je suis un papillon qui a rêvé qu'il était Chuang Tzu. » Donc, c'est intéressant de comprendre ces différents niveaux de conscience. Parce qu'il y a des gens qui savent jouer avec, mais si on joue sans maîtriser, ça peut être dangereux. C'est pour ça que les Chinois ont préféré des pratiques méditatives, parce qu'elles sont moins spectaculaires, mais elles sont moins risquées. Mais les deux marchent. On peut agir aussi sur l'esprit. Alors, j'y venais un petit peu, mais c'est-à-dire, il y a les conseils. Là, c'était avec des moines tibétains. Il y a des formes, par exemple, on peut utiliser l'hypnose. La radiesthésie, c'est plus le qigong. Hein, c'est une antenne. Là, c'est par exemple une pratique hypnotique. Et puis, par exemple, il y a même une méthode qui consiste à provoquer des émotions chez les patients en médecine chinoise. Parce qu'une émotion, c'est de l'énergie. Vous avez remarqué, quand je suis en colère, ça monte. Hein, les veines gonflent, ça chauffe vers le haut. Et on peut faire un accident vasculaire sur une grosse colère. La peur, on peut faire dans son pantalon. La peur, c'est une émotion qui fuit vers le bas. La joie, c'est une émotion qui disperse, on peut tomber dans les pommes, si on a une joie vraiment importante. Donc toute émotion, en fait, a un effet sur l'énergie. Mais ça veut dire que si on provoque une émotion, c'est comme si on faisait des points d'acupuncture parfois. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet sur la physiologie. Je ne détaillerai pas ça maintenant. Alors c'est un sport un peu délicat, parce qu'il y a des patients, on est sûr qu'on ne les reverra pas, mais c'est pour leur bien qu'on va provoquer certaines émotions. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de méthodes thérapeutiques dont on reparlera tranquillement. Ce que je voulais dire à propos de la psychologie quand même, juste la branche d'avant, c'est que si la personne n'a pas envie, vous savez, il y a des gens, ils sont prêts à mourir pour des idées. Donc, si ils ne veulent pas changer certaines choses, on ne pourra pas les aider. Mais c'est pas grave. Lao Tzu disait produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre. Moi, je t'explique ça, après tu fais ce que tu veux. Mais on n'a pas décidé de sauver la Terre entière. Si une personne ne veut pas changer quelque chose, elle ne change pas, mais elle ne peut pas nous demander le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Ça, ce ne sera pas possible. Mais dans les méthodes psychologiques, j'insiste sur le fait que, justement, en Occident, on parle du placebo. Alors, ça, c'est l'effet placebo. Et alors, on a un esprit. Est-ce qu'il n'a pas le droit de participer à la guérison? Vous voyez, on vit l'esprit humain, alors que c'est quand même censé être quelque chose qui nous différencie des autres espèces, on vit ça comme une espèce de tare sur le plan scientifique, comme un handicap à l'évaluation scientifique de la médecine. Non, il faut comprendre comment ça marche et faire avec. Dans l'Académie de médecine impériale, on est il y a 13 siècles à peu près, donc en Chine, à l'Académie de médecine impériale, celui qui utilisait fétiche ici, il faisait partie de l'hôpital. C'est parce que des fois, il fallait utiliser cette partie-là pour aider le patient, puis des fois, c'était de la chirurgie ou de l'acupuncture. Il ne se faisait pas la guerre. Le sorcier faisait partie, il collaborait avec le médecin. C'était intéressant. Donc, vous voyez, là, par exemple, ça, c'était il y a une dizaine d'années au Bénin, mais la première fois, c'est pour ça que je vais un poil plus jeune, mais... vous voyez, par exemple, l'acupuncture, je vous disais, tout le monde a des points d'acupuncture, donc on peut apprendre à piquer des points et à soigner des maladies. Ça n'appartient pas exclusivement à la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine, en chinois, se dit Zhongguo, pays du milieu.
Alors, je sais, chaque pays se croit le centre du monde, les Français aussi, c'est pas... Mais c'est vrai que pour les Chinois, ce qui est particulier, c'est que cette notion de centre, on la retrouve en médecine chinoise, c'est que du centre, on peut voir toutes les directions. Et la théorie médicale chinoise, qui est basée vraiment sur une vision de centre et d'équilibre, elle permet de s'adapter à différentes cultures tout en étant toujours juste. Donc, c'est avec plaisir qu'on partage ce genre de connaissances parce que finalement, chacun peut en faire ce qu'il veut parce que c'est une théorie universelle. Au Bénin, il y a des praticiens maintenant qui font de la médecine chinoise, auxquels ils rajoutent de la médecine béninoise quand ils la connaissent. Mais là, je laisserai William vous témoigner après moi de ce qui s'est déjà fait pour vous dire vous n'êtes pas des cobayes non plus. On sait que ça marche et comment ça marche puisqu'on a déjà fait ça au Bénin. En tout cas, je vous dis bien, on est tous ici des étudiants et des vrais profs, c'est nos patients. Voilà, merci.